toi, Estelle Loza. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Une interview dans le cadre de notre nouveau projet Plus proche de vous. Un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va, Estelle, aujourd'hui? Très très bien. Moi, c'est avec plaisir que je suis dans vos studios. C'est toujours très agréable d'être là. Eh ben, c'est toujours très agréable de t'avoir avec nous. D'ailleurs, on va pouvoir retracer ton parcours en musique grâce à ce nouveau concept d'émission. On va pouvoir parler de ton parcours et introduire quelques chansons qui ont marqué un petit peu ta vie ou qui ont été importantes pour toi à certains moments de ta vie. Mais d'ailleurs, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que Estelle, tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105.1 qui te connaissent peut-être pas encore? Ah, personne ne me connaît, je pense, mais Bah, donc t'es déjà c'est bien de passé me sur nos présenter. ondes de temps en temps, donc peut-être qu'il y a des gens qui se rappellent de ton passage dans certaines de nos précédentes émissions, mais c'est toujours bien une petite piqûre de rappel. C'est gentil. Alors, donc je m'appelle Estelle Loza, je suis enseignante à l'école secondaire catholique Saint-Frère-André. Et je suis quelqu'un de très passionné, de très engagé, effectivement, dans ma communauté. En ce moment, je mets en place avec d'autres enseignants un collectif qui s'appelle le collectif Teranga. Et c'est une association qui essaie effectivement de développer un partage de compétences entre des écoles sénégalaises, des écoles françaises et des écoles canadiennes. Donc on essaye d'avoir un vrai impact sur l'éducation et sur le développement de la francophonie, le rayonnement de la francophonie. Donc ce qui nous relie, c'est notre langue et puis notre passion pour l'éducation. Donc on fait des classes partagées, des classes virtuelles et également on essaye de collecter du matériel scolaire, informatique qu'on envoie au Sénégal. Et on fait aussi des ateliers de littératie numérique pour lutter contre l'illettrisme numérique, qui sévit aussi au Canada, hein, un petit peu dans tous les pays, Ouais, parce que c'est sûr. c'est pas parce qu'on est né avec les technologies qu'on sait forcément bien. Les utiliser, ouais, C'est c'est ça. sûr. Et le dernier volet, ben, c'est effectivement, on essaye de distribuer des kits de produits hygiéniques renouvelables, recyclables, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a beaucoup d'absentéisme de filles Mhm. dans les écoles à cause de ce tabou, et puis aussi à cause d'un moyen de pouvoir Se payer. être confortable Ouais. pendant tes menstruations. Oui, puis aussi pouvoir se payer, avoir les moyens de pouvoir se payer tout C'est ça, ça. parce que c'est vrai que on en parle très rarement, on n'en parle même jamais. Mais Mhm. c'est vrai que ça coûte un œil à chaque fois et on n'a pas forcément toujours les moyens de pouvoir se payer bah, les produits dont on a besoin. Et j'ai remarqué d'ailleurs que dans les écoles ici au Oui, c'est ce Canada, que j'allais dire. ouais, ils mettaient ça en place Eh bien, au gratuitement. Canada, effectivement, il y a une loi qui est passée et maintenant c'est obligatoire. Dans les toilettes féminines, effectivement, tu peux retrouver tous les produits hygiéniques gratuitement pour les adolescentes qui fréquentent toutes les écoles en Ontario. Donc on peut vraiment féliciter le gouvernement ici qui a mis en place ce genre de mesures. Ouais, non, c'est vrai que Donc, c'est très très bien. Et puis ça évite aussi à certaines jeunes filles, à mon avis, de se retrouver dans des situations un peu compliquées. oui, Parce que c'est vrai que bah, on est souvent très gêné de dire Eh, excuse-moi, il m'arrive une petite bricole, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose, une petite c'est ça. serviette, un petit truc. Et c'est toujours un peu compliqué de demander à d'autres camarades, et puis surtout si on est à un âge où tout le monde n'est pas réglé à la même horloge, hein. Donc du coup, ça peut être un peu compliqué, mais effectivement, je m'étais rendu compte de ça, ouais. Alors du coup, on va repasser un petit peu sur ton parcours. Estelle, toi, il me semble que tu es née en France. Est-ce que tu peux Oui. nous raconter un petit peu ta vie? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement où tu es née, d'où tu viens et tes premières années un petit peu en France? Alors, moi, je suis née à Chambéry, donc en Savoie, mais je suis pas restée. Je suis née, mais en fait, mon papa était interne des hôpitaux là-bas. Donc, il est parti 2 semaines après ma naissance. Donc, j'ai vécu en Bourgogne une grande partie de mon enfance, au Creusot, pour être très précis. Ah ouais, le Et Creusot, ouais, ouais, je connais le nom. alors à l'époque, on pensait que ça allait vraiment se développer parce il y avait une gare TGV. Puis alors la gare TGV, le TGV, le train à grande vitesse, c'était une révolution. Et effectivement, hein, à l'époque, il y avait c'était en grand essor. Et malheureusement, les usines ont fermé. Ça a été vite un secteur sinistré. C'était les usines Schneider à l'époque. Et du coup, ben, ça a été vraiment une récession.
Et mes parents, comme par contre ma maman, elle était du sud de la France, était de Toulon. Et plus exactement, en fait, elle est née en Algérie, Ok. enfin en Tunisie, pardon, elle a vécu en Algérie. Et comme voilà, elle était pied noir, elle avait, elle, envie d'être toujours près de la mer. Donc on est tous redescendus. Donc mon père a quand même, je crois qu'il avait à l'âge de 40 ans, a dû faire le choix de redescendre, enfin de changer complètement de De région vie, et puis et de de vie vie. aussi, ouais. Alors il s'est réinstallé en tant que médecin, donc ça ne Donc changeait ils pas. Mais gardaient plus ou moins la même industrie, le même domaine à peu c'est ça, près. mais il faut se refaire une clientèle, il faut reprendre des habitudes. Et puis finalement, ça a été un vrai bonheur. Je pense qu'ils ont adoré être près du soleil, près de la mer. Donc j'ai atterri à Menton, une toute petite ville juste à Connu côté. pour ses citrons. Oui, pour le festival en février, bravo. Ça fait plaisir à mes amis qui s'écoutent. Et à côté de la frontière italienne. Donc, et j'ai adoré, t'imagines, pour une gamine, on avait la neige, les montagnes, le ski, La la plage. plage. Donc moi, j'ai eu une enfance idyllique, idyllique et que je souhaite à beaucoup. C'est vrai que quand tu as le soleil, déjà, ça... Enfin, je ne devrais pas dire ça, au Canada, il fait très froid, mais On est en plein hiver en plus. ils l'ont ailleurs, le soleil. Non, parce qu'il n'y a pas que ça qui compte. Mais non, je peux dire que j'ai eu vraiment une très, très, très belle jeunesse. Et justement, quand tu étais petite, est-ce que tu te rappelles d'un souvenir particulier qui a marqué un peu ton enfance? Ça peut être plusieurs souvenirs, mais des trucs un peu marquants quand tu étais petite. Un bon souvenir, quoique des fois les mauvais souvenirs, c'est rigolo avec le recul, mais un souvenir ou deux comme ça d'enfance qui ont pu laisser une trace quelque part. Alors moi, j'ai un souvenir de ma grand-mère. Quand je venais chez elle, elle me faisait réciter mes poésies. Et en fait, elle avait été, avant, elle était, enfin beaucoup de temps dans sa vie parce elle a travaillé dans l'armée, mais elle a été aussi tutrice, préceptrice à l'époque. Tu sais, elle allait dans des maisons où les gens la payaient pour faire réviser les devoirs de leurs enfants. Ok. Et parce qu'elle sortait du pensionnat, et c'est le premier travail qu'elle a trouvé. Et elle avait gardé ce goût, si tu veux, du plaisir de bien lire un texte et de bien mettre l'intonation. Puis ma maman aussi, je trouve. Elles ont ce goût quand même pour la langue, la façon de parler, l'ironie. Ma mère est truculente, elle a beaucoup d'humour, elle utilise les mots. C'est ça aussi peut-être qui a fait naître chez toi une Et je certaine pense, passion pour les mots aussi. en tout cas, je me rappelle de ma grand-mère qui me faisait répéter des fables, des poésies, qui mettait l'intonation. Et enfin, je me rappelle que j'apprenais beaucoup plus facilement, que j'aimais apprendre avec ma grand-mère. Alors, elle n'a pas pourtant fait ça souvent, mais j'en ai un souvenir ouais, marquant. Donc, oui, ça, c'est un bon souvenir d'enfance. Et quand tu étais petite, à quoi tu rêvais? Quel était Si je savais. quel était le métier Quelle que tu rêvais catastrophe! le plus? Parce que c'est vrai que quand on est une petite Oui. fille, des fois on se rêve maîtresse. Tu vois, toi t'es Alors, devenue prof pas du après. tout. Mais alors, vas-y, c'est Je quoi? rêvais d'être trapéziste. Alors, C'est pourquoi? génial, Je sais pas, trapéziste. tu veux savoir Alors l'histoire? attends, c'est génial. Moi, pour la petite parenthèse, je raconte toujours ma vie dans les interviews des autres. En France, tu sais, quand tu passes ton bac, tu dois choisir tes options post-bac. Oui. Et, et moi, je savais que je voulais faire du journalisme, donc c'est des écoles privées, donc je ne pouvais pas rentrer dans ce truc-là, mais il fallait quand même que j'envoie une demande au cas où je rate mes examens d'entrée. Il fallait quand même que j'ai un plan B. Eh bien, figure-toi que, vu que j'avais fait de la gym quand j'étais plus jeune, École du cirque. eh ben, je voulais faire l'école du cirque en me disant, je vais faire le Cirque du Soleil et je vais partir à Montréal Ah après. oui, il y avait comme un plan. Il y avait un plan. Ah oui, oui, un- mais il y avait toujours un plan, ouais. Moi, j'ai un ami qui a fait ça, vraiment l'école du cirque et clown, Et c'est top. qui est dans une association, là, les clowns internationaux. Mais oui, c'est top, mais oui, c'est un vrai travail. Ouais, Enfin, c'est un vrai boulot. Et quand j'ai ouais. dit ça à mes parents, ils m'ont dit, on espère que tu vas réussir tes examens d'entrée pour l'école de journalisme. Alors toi, tu voulais être trapéziste. Oui, je voulais être trapéziste parce que comme je t'ai expliqué, je venais donc d'une petite ville, le Creusot, et quand le cirque venait, bah, c'était vraiment une attraction incroyable. Et une fois le cirque est venu, et j'ai eu l'opportunité de monter sur l'éléphant. Oh là là. Alors voilà, et après ça m'a fait rêver. Après j'ai vu, ben oui, les belles femmes, les beaux hommes qui font des pirouettes dans les airs, les C'est vrai que c'est trapézistes, sublime en voilà. général. Ça, et puis ils font ça, ils ont enfin ça, d'une Ça a l'air simple, facilité, oui. exactement. Seulement, j'ai voulu faire le cochon pendu.
Et je me suis rendu compte qu'on voyait ma culotte. Donc ça m'a tout de suite, j'ai été freinée assez vite dans ma carrière. Donc j'avais réuni, je sais plus, je pense qu'on était chez des amis et je voulais faire le spectacle devant tout le monde. Et là, catastrophe, j'avais pas réalisé que j'étais en robe. Ma robe, forcément, quand je fais le cochon pendu, Et ben, elle retourne dans l'autre sens. recouvre ma tête. Et là, je dis, ah, mais non, c'est pas possible. Et voilà, ça a arrêté là. Donc c'est pas allé Fin très de la loin. carrière de Voilà. trapéziste. Alors, du coup, fin de la carrière de trapéziste relativement jeune, hein. Oui. Du coup, tu rentres à l'école, bon, ça, on va le passer et tout, mais à un moment donné, tu décides de faire des études supérieures. Voilà, En antenne, tu m'as parlé d'une école d'avocat. oui. Alors, Ah non, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi tu as choisi ce parcours scolaire et un petit peu par où tu es passé? Alors, je suis vraiment pas le bon exemple pour mon interview. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon lycée, j'ai redoublé mon bac. Et à l'époque, alors je sais pas maintenant, mais moi à l'époque, on était très peu à redoubler. Parce que tout le monde avait son bac plus ou moins. Et moi, j'avais fait une filière scientifique et je l'ai même pas eu au rattrapage. C'est-à-dire Ah, que... tu l'as Oui, raté oui, à oui. moins de... Je crois que c'est 8. Je crois que c'est 8 le Écoute, rattrapage entre 8 et c'était demi. vraiment une catastrophe, c'est-à-dire qu'il y avait des coefficients énormes, et je crois que c'est vraiment physique que j'avais raté, j'ai eu un 4, et genre c'était coef 9, et c'était fini, parce que j'avais fait une option maths, enfin bon bref. Ah oui, très scientifique au final ton Non, pas du profil. tout, c'est parce que mon père étant médecin m'avait dit fais ça, fais... Ça offre Enfin, plus et de puis portes, ouais. honnêtement, j'étais pas mauvaise, seulement je pense que j'étais pas très motivée, et j'ai pensé à beaucoup d'autres choses en terminale plutôt qu'à me concentrer voilà, Sur les maths. l'examen. Et non, non, mais mes parents vraiment ont essayé parce qu'ils m'ont même offert des cours avec un tuteur. Donc en maths, ça allait, mais c'est la physique en clair, et ils l'ont pas vu venir, et moi non plus. Et j'ai raté, en plus j'avais raté mon permis. Et ma mère m'avait dit, mais tu vas tout nous rater cette année. Et Sympa. oui, mais c'est un peu la catastrophe, j'avoue. Surtout que j'avais été une bonne élève, si tu veux, jusque-là. Donc mes parents ne sont pas attendus. Je pense aussi, j'ai eu le décès de mon grand-père cette année-là, l'année d'après ma grand-mère. Je Ah pense que ouais. ça a peut-être pas aidé non plus. Bon, je me trouve des excuses là, mais... Non, mais peut-être que... En tout cas, gros questionnement, est-ce que vraiment je devrais faire des sciences? Et puis tous mes copains qui allaient en sciences se plantaient après, l'année d'après. Si tu veux, je voyais, puis j'étais allée les voir, et puis j'avais fait la fac de sciences une journée où il fallait expliquer pourquoi zéro était positif ou négatif. Et je me suis dit, mais est-ce que vraiment ça m'intéresse en fait? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire après? Je voyais que c'était soit travailler dans les labos, soit... Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et c'est ma mère qui m'a dit, essaye de faire avocat, tu connais pas, droit. Enfin, pas avocat, elle m'a dit, fais droit. Et moi, j'hésitais encore beaucoup. Donc, en fait, j'ai fait deux facs. Après, je me suis inscrite en deux facs. J'ai fait la fac d'espagnol et la fac de droit. Et finalement, je suis restée en droit parce que j'avais des meilleures notes en droit. Et la fac d'espagnol, je l'ai quand même gardée. J'ai fait ma licence de droit en Espagne. Donc j'ai fait un DUG d'espagnol en même temps que mon DUG de droit, je sais, ne faites pas ça. C'est énorme. Enfin, je veux Oui, dire, d'un point, c'est hyper intense. j'étais épuisée Ah ouais. à tel point, en fait, je faisais les allers-retours et puis je m'étais endormie dans la voiture et mes parents commençaient à s'inquiéter. C'est là où ils m'ont offert un appartement. Ils m'ont loué, heureusement, j'avais mes parents qui pouvaient me soutenir parce que je ne sais pas comment j'aurais fait. Et vraiment, j'admire les gens qui d'ailleurs font des études en même temps qu'ils travaillent. Moi, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire plus tard. Et je m'étais dit, bah, je fais droit parce que je pourrais travailler dans une administration, tu vois, dans une agence. Et puis, ça m'a plu. Donc, j'ai continué. J'étais vraiment encouragée par mes enseignants. Je suis aussi tombée amoureuse d'un garçon qui continuait ses études, donc je l'ai un peu Donc ça motive suivi aussi. complètement. Et finalement, je l'ai suivi, ce garçon, jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai fait du droit fiscal pour retrouver peut-être un peu les maths, je ne sais pas. Je suis partie à Toulouse avec lui, faire mon DESS. Je suis partie à Paris avec lui, faire, faire mon DEA, donc à la Sorbonne, à Paris. Et ça marchait bien. Et en plus, j'ai eu mon diplôme d'avocat la première fois que je l'ai passé. Et j'avais pas révisé tant que ça, pour être honnête. Waouh. Et je me suis dit, bah, franchement, c'est fait pour moi. J'aimais ce que j'étudiais. Et j'aime les livres, en fait. J'aime étudier. Je pense que je suis une grande étudiante. J'ai étudié toute ma vie. J'ai même repris des études à 40 ans. Je pense que c'est pathologique chez moi. Euh, mais c'était en tout cas très, très intéressant parce que c'était varié, c'était différent. L'école d'avocat, oui, j'ai vraiment apprécié l'école d'avocat. Après, c'était un univers où j'avais un peu peur des responsabilités qu'on te donne en tant qu'avocat. C'est-à-dire que j'ai fait un stage, parce que tu es obligé de faire un stage dans les différents domaines. Et je me rappelle, j'avais dans le stage en droit pénal, on était au tribunal, et puis on regardait les cas, et puis il y avait beaucoup de viols, d'agressions sexuelles.
Donc ça m'a énormément marqué. Je me suis dit, est-ce que je serais capable de faire ça? Émotionnellement, Oui, ouais. oui, oui, on a fait les visites en prison, on avait fait une autopsie. Je t'avoue que je ne suis pas restée quand il a commencé à tronçonner le crâne avec la... Voilà, donc je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Comme j'ai fait du droit fiscal, droit des affaires, je me suis dit, bon, apparemment, je ne pourrais pas être avocat plaidant. J'avais essayé, hein, j'avais même été dans une association droit d'urgence pour aider justement les sans-papiers, tu sais, à faire des démarches au niveau des droits d'asile, au niveau de la préfecture de Nanterre. Donc, T'étais quand même impliquée, oui, ouais, dans ce truc-là. voilà, j'avais quand même une fibre pour ce que je faisais, mais j'avais toujours peur de la décision finale. C'est-à-dire que ce soit le droit de la famille où je me disais, oh là là, Tu risques de briser une famille. Voilà, et j'avais l'impression qu'en droit fiscal, ben, c'était que des chiffres, qu'à limite, ça risquait pas grand-chose. Et ce qui est faux. Que t'affectais personne comme humain, oui, en fait. Oui, mais en fait, ce qui était très naïf, je me rends compte que j'étais encore très naïve, même à un âge avancé, parce que finalement, tu fais des délocalisations, tu proposes l'optimisation fiscale. En plus, moi, j'ai fait vraiment le truc pourri en tant qu'avocat fiscaliste, enfin, pas pourri, mais j'ai vraiment conseillé l'optimisation fiscale. Moi, je faisais du treaty shopping. Donc tout ce que j'ai fait, après j'ai travaillé à New York, c'était pareil. Enfin, même quand j'essayais de sortir de ça, je retombais toujours sur des choses où tu conseilles des choses... pas top top. Pas top top. C'est-à-dire que tu penses au bien de ton client et là, il vient te voir pour payer moins d'impôts. Ce qui veut dire que quand tu payes moins d'impôts, tu t'engages moins dans la communauté. Forcément, tu ne contribues pas à l'effort collectif. Et ça, je m'en étais pas forcément rendu compte. C'est-à-dire que quand tu es jeune, tu as envie de manger la vie, tu as envie de réussir, tu as envie, oui, d'avoir de l'argent. Donc, oui, moi, j'avais très peur de ne pas réussir, en fait. J'avais très peur de me retrouver à la rue et puis de ne pas subvenir à mes besoins. Je ne sais pas pourquoi. Et je pense que ça aussi, ça a guidé mes choix. Je m'étais dit, il faut trouver quelque chose qui soit sérieux, où je vais, gagner de l'argent. Qui fait plaisir aux parents aussi, quelque part. Oui, à la fois mes parents, je te dis, hein, eux, ils rêvaient que je fasse médecine. Donc mon père, quand j'étais en 4e année de droit, il m'a dit, ah mais ça marche, en fait, tu vois, tu arrives les études, pourquoi tu ne reprends pas d'études de médecine? Ah ouais, donc, il y avait toujours cet espoir que peut-être... Et médecin, c'est vrai que c'est beaucoup plus humain quand tu réfléchis. Ouais, c'est vrai. Il y a un petit côté, peut-être qui m'aurait peut-être plus finalement, ça aurait été peut-être plus dans ma personnalité, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il a voulu, je pense qu'il aime son métier et qu'il s'est dit, ben, c'est un bon métier, tu es indépendant, tu gagnes bien ta vie. Je pense qu'il l'a vu comme ça. Ouais, puis il le voyait peut-être aussi comme une passation un peu d'un truc de père en fille. Peut-être parce que ni ma soeur ni moi finalement n'avons fait des études de médecine. Donc peut-être, je ne sais pas si c'était un regret pour lui ou si c'est juste parce que lui, il a fait ce métier et que ça lui a plu. Donc peut-être que tu vois, je vois avec mes enfants, là, c'est ça aussi, tu as toujours peur de ce qu'ils vont faire. Ma fille est très artiste et j'ai toujours peur de dans quel milieu elle va atterrir, qu'est-ce qu'elle va faire plus tard. Alors je suis sûre qu'il y a des centaines de métiers artistiques complètement stables et divers et variés, valables, surtout, et où elle sera heureuse et épanouie. Donc je pense que c'est plus un réflexe de parents, non? Peut-être, tu sais, on projette toujours. Ouais, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, tu parlais de ton amour pour les livres. Oui. Du coup, c'est une perche parfaite pour moi pour lancer cette première chanson. Premier extrait d'une chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle Envole-moi. Est-ce que Estelle, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi expressément ce petit extrait sonore? Alors, j'adore Jean Goldman, je suis une grande fan de Jean Goldman. Ça date effectivement de mon adolescence. Et particulièrement cette chanson, je trouve le message fabuleux. C'est vraiment le message que j'essaye de transmettre justement auprès de mes élèves. Et c'est là où je me dis, oui, j'étais vraiment fait pour être prof. Parce que j'y crois. Je crois qu'effectivement, avec des livres, avec la connaissance, avec la culture, tu peux surmonter toutes tes difficultés dans ta vie. Ça crée des ponts, ça crée des liens. Je conseille à tout le monde de lire et puis d'avoir cette passion. Parce que ça t'ouvre sur le monde, sur les autres. Et c'est ça, je pense que cette chanson, c'est un fil conducteur dans ma vie. Elle résume ce qui me donne envie, ce qui me met la rage de vivre. Et quand je vais pas bien, quand j'ai des petits coups de mou, ben je me remets un petit Goldman, je m'écoute et tout ce qu'il dit, j'adhère à 100%, puis je suis avec lui et je finis toujours par chanter la chanson. J'espère que je vais pas chanter dans ton studio, ça va être une catastrophe. Allez, on écoute tout de suite un petit extrait de Jean-Jacques Goldman, Envole-moi.
se taise et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle pour quelques heures la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici, entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets, et s'il le faut j'emploierai des moyens légaux. Envole-moi, 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 loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi, remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Envole-moi. Envole-moi, Jean-Jacques Goldman, incroyable, ça m'a mis des frissons en fait. Tu J'étais vois? là, ouais, mais on en avait parlé un petit peu hors antenne. Je disais que malgré que ce soit pas de ma génération Non. réellement, Jean-Jacques Goldman, c'est un king pour moi, c'est un Ouais. roi, c'est incroyable la qualité de ses textes, l'écriture qu'il a pour d'autres artistes, notamment Céline Dion, si elle a Mhm. enfin, elle a son talent, hein, non, mais je veux dire, la qualité des chansons qu'elle a pu avoir à sa discographie, c'est largement en partie grâce à Jean-Jacques Goldman aussi. Et je trouve qu'il a une plume, mais genre magnifique. Genre, limite, le mec aurait dû écrire des bouquins à côté de sa chanson. Il en a fait, hein. Il a Ah, écrit des bouquins. Il a écrit un bouquin avec un philosophe, justement parce que il est très jusqu'au boutiste dans ses idées. C'est-à-dire que j'avais entendu qu'il n'allait jamais rien transmettre à ses enfants comme argent, parce qu'ils veulent justement qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Enfin, il a beaucoup. Enfin, quand on lit toutes ses idées, c'est ça que j'aime aussi chez Jean Goldman, c'est que c'est pas qu'un chanteur. ouais, il y a Il y un homme derrière a, ce ouais, il y a des truc-là. valeurs. Enfin, quand on voit les Restos du Cœur, non, c'est chouette. Puis le fait aussi qu'il ait jamais voulu Oui, profiter de sa célébrité en France et qu'il s'est très très vite expatrié en Angleterre. Bah, je crois qu'il y habite toujours, hein. Je pense que lui, il a préféré rester un peu à l'écart des projecteurs, justement, et faire de la musique, parce que lui, il est artiste, en fait. C'est pas une starlette, au final. Donc ouais, mais du coup, envole-moi, double perche, parce qu'on parlait des études, mais ça me fait penser aussi au voyage. Tout ah, à l'heure, tu parlais de New York. Donc du coup, ça veut dire que ton arrivée en Amérique du Nord, c'était pas le Canada directement. Tu as d'abord fait un saut par les États-Unis et par New York, parce que tu as fait un saut à Paris, ça je le sais, ouais. mais après, tu nous as parlé de New York. Donc ça veut dire que tu es allé d'abord en Amérique du Nord par New York. Le Canada n'a pas été ton premier choix. Non, alors, ben non. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler, c'était à Paris, donc ça c'était ma première collaboration, et assez vite, mon mari a eu l'opportunité de partir à New York. Et moi, ça a été toujours mon rêve. En fait, quand on s'était rencontrés, je lui avais dit, tu sais, moi, je vais sûrement aller travailler chez un juge aux États-Unis, parce que mes parents connaissaient quelqu'un. Et donc, en clair, je lui disais pas qu'on n'avait pas d'avenir ensemble quand on s'est rencontrés, parce que j'étais très amoureuse de lui. Donc, mais c'était vraiment un renoncement. Et il a compris que c'était dur pour moi de pas justement accomplir ce rêve-là. Et du coup, lui s'est démené pour essayer de partir à New York. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'avais fait un stage dans un cabinet d'avocat et mon maître de stage part à New York. Et du Incroyable. coup, j'ai retrouvé tout de suite du travail grâce à lui. Donc, je suis arrivée en tant qu'employée locale, mais tout de suite, j'ai eu mon travail. Enfin, j'ai peut-être attendu, ouais, je pense que j'ai dû attendre 4 mois parce que ça commence en septembre et que je suis arrivée avant les vacances. Mais c'était 4 mois où je savais que j'allais travailler, où j'ai découvert la ville, donc c'était juste super. Ouais, et puis New York, c'est incroyable quand c'est la première fois en Ouais. plus qu'on y va, on est là, waouh, c'est comme dans les Ah films. non, mais j'ai tout adoré. J'ai adoré mon expérience professionnelle. Je travaille avec quelqu'un que j'adore toujours. Enfin, je veux dire, c'est encore un ami à l'heure actuelle. Je travaillais avec plein de personnes de pays différents, parce que je faisais de la fiscalité internationale, donc ça, c'était excellent. J'avais un niveau d'anglais à l'époque. Bah, j'étais obligée d'avoir un bon niveau d'anglais et c'était intéressant pour moi parce que ça m'a justement sorti de ma zone de confort. Et tout été excellentissime, tout ce que je faisais, l'énergie de cette ville, je vivais le rêve. J'avais l'impression à ce moment-là d'être arrivée en haut de toutes mes envies professionnelles. Ce qui est terrible à la fois. Et en plus,
non seulement j'ai ce souvenir-là professionnel excellent, vraiment où je me sentis valorisée en tant que femme au travail, en tant qu'avocate, on me considérait. J'ai été maman en plus pour la première fois. Donc j'ai eu ma fille en plus à New York. Donc vraiment pour moi New York ça reste une ville où j'ai un attachement particulier. Après c'est vrai que c'est difficile de faire sa vie à New York. Je pense que C'est une très grande ville, c'est ça. très cher aussi, ça dépend où tu Oui. habites, mais ça peut venir très très cher d'habiter à New York. Et puis d'un point de vue papier aussi, c'est beaucoup plus complexe que le Canada où on est plus ouvert sur l'immigration, où il y a tous ces programmes de résidence permanente, de visa, de machin. C'est vrai que les États-Unis c'est un peu plus fermé Alors, quand même. je t'avoue que moi, j'avais vraiment tous les feux verts. On aurait vraiment pu rester à New York, mais mon mari, qui est italien, a une famille à laquelle il est très, très attaché. Et pour lui, il était hors de question que ses enfants ou qu'il évolue loin de sa famille. C'était un moment où il avait encore trop besoin d'être près de ses parents, de ses sœurs. Ses sœurs venaient d'avoir des enfants. Je pense que sa grande sœur venait avoir... Enfin, il avait déjà des petits-neveux, oui, c'est ça. Et en fait, le second, Émile, on l'a à peine vu grandir et ça lui a fait un choc. Il s'est dit, c'est pas possible, on se voit trop peu. Enfin, C'est et trop je pense que loin. lui, il en souffrait. Moi, pas du tout. Et c'est vrai que du coup, c'est ça qui est toujours difficile quand tu pars à deux, c'est de revenir à deux aussi. Ouais. Parce que c'est compliqué, il faut que tout le monde s'y retrouve. Et moi, j'avais tellement trouvé l'Eldorado, je me sentais tellement bien que ça a été difficile, le retour a été difficile. Donc, entre-temps, on est repassé par Paris, puis on a fait plein d'autres choses à Paris, je pourrais peut-être pas te raconter toute ma vie, mais c'est un peu compliqué. Toujours est-il qu'on est retourné en Amérique du Nord, donc au Canada, bien plus tard, en fait. Moi, j'ai passé après 6 ans et demi à nouveau à Paris. Mais du coup, justement, une fois que vous êtes à Paris de retour, est-ce qu'à ce moment-là, tu dis, bon, bah, c'était cool, cette expérience était génialissime, j'ai adoré New York, mais maintenant on est de retour en France, on est de retour en Europe et on va pas forcément repartir parce qu'on va pas faire que ça, de faire le ping-pong à droite à gauche. Ah bah alors complètement au départ, c'est-à-dire qu'au départ, oui, moi je m'étais dit c'est la seule fois où dans ma vie je vivrai à l'étranger. Surtout qu'on avait comme idée de faire une entreprise, de monter une entreprise. Et en fait, mon mari s'est associé avec un de ses collègues et on a monté des restaurants et j'ai travaillé dans ces restaurants. Donc ça a été toute une autre vie. Ah ouais, c'est En clair, plus, rien à voir. ouais, mais en plus de nos métiers en fait. Moi, à un moment, j'ai arrêté avocate, mais finalement, je suis retournée en banque d'affaires. Enfin bon, bref. Toujours est-il on a fait plein d'autres choses différentes. J'ai eu un deuxième enfant aussi à Paris. Mais il y a un moment où on s'est dit, où lui encore a eu une proposition, et c'était vraiment intéressant. Et c'est vrai que là, quand tu as des enfants, tu te dis, ben, qu'est-ce qu'on offre comme possibilité à nos enfants? C'est vrai qu'être bilingue, puis c'était le Canada. Le Canada me fait encore plus rêver que les États-Unis. Parce que New York, c'est New York, mais les États-Unis, je ne suis pas sûre Ouais. d'être complètement en adéquation avec toute la mentalité américaine, pour être honnête. Alors que le Canada, et franchement, j'ai pas été déçue. C'est-à-dire que les gens, alors je sais qu'on le dit, puis c'est un cliché, sont d'une gentillesse incroyable, mais surtout ont des valeurs humaines enfin, j'aimerais que tout le monde soit des Canadiens. Parce qu'ils ont une ouverture d'esprit, ils ont tout compris. J'ai l'impression qu'ils sont avancés sur tellement de domaines, que ce soit le droit des femmes, que ce soit l'inclusion, la diversité. C'est formidable. Moi, je le vois tous les jours. En plus, en enseignement, on le ressent d'autant plus parce que c'est des valeurs qu'on transmet justement à nos élèves. Oui, et puis surtout que ici à Toronto Ouest, ils sont dans un âge justement où c'est important de se sentir inclus, c'est important de Très pouvoir important. se sentir d'avoir une Reconnu. place en fait dans cette société parce que c'est déjà tellement dur d'être un ado. On va pas se le cacher, on est tous passés par cette époque un peu cruelle parce que tu sais pas toi-même qui tu es, mais tout le monde te donne un avis différent sur ce que tu devrais être. Donc, et je trouve que c'est vrai, le Canada, t'as quelque part une place. Alors que c'est vrai qu'en France, bon, en Europe même de manière générale, on a plus tendance à mettre les gens dans des petites cases. Et puis si tu rentres pas, bah hop, salut. Ou alors à te mettre le doigt dessus, à dire, ah tu sais, tu devrais plus être comme ça, parce que là, t'es un peu différent. Alors que ici, je trouve qu'il y a justement ce truc de, bah tout le monde peut être comme il veut. Tu viens comme t'es et c'est à prendre ou à laisser en fait. On te dit pas, bah si tu rentres pas dans la case, tu pars. On va dire, bah si tu rentres pas dans les cases, c'est à moi de partir parce que c'est moi qui te mets mal à l'aise en fait.
Non, mais c'est vrai, quand là, j'entends, parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants des âges des miens, et puis c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils vivent le parcours du combattant, les pauvres. Ils font leur alors c'est Parcoursup, là, où ils doivent faire leur choix, et puis tu as l'impression que rien que de remplir toutes les conditions pour pouvoir aller dans ton programme, c'est très complexe. Ici, ce qui est dingue, c'est que tu as une liberté de choix, c'est-à-dire, oh oui, je vais faire un peu de maths, mais en même temps, j'aime bien espagnol, là, comme moi, ça aurait été parfait. Tu pouvais choisir à peu près, enfin ici tu peux Tu choisir. peux faire un menu personnalisé un peu. Exactement. Et ça c'est beau, c'est fabuleux. Mais d'un autre côté, je te dirais qu'en France, l'accès à l'éducation c'est gratuit. Moi vrai. j'ai très peu payé pour ma fac de droit. Très très peu payé. Par contre ici, la moindre université, même les collèges. Formation XY, ça coûte c'est vite très cher. Ouais. Donc, oui et non. Enfin, je sais pas comment. Je pense que j'aime la construction du citoyen ici. J'aime les valeurs qui effectivement sont très fortes. Euh, Après, je suis pas encore complètement convaincue de tout le système. Mais je pense que malheureusement, il n'y a aucun système parfait. Il y aura toujours des choses très bonnes dans certains pays et vice-versa. Je veux dire, il y aura toujours des lacunes aussi dans Oui, tous les pays. puis il y a des points de vue qui divergent sur tout le temps. Tu peux pas être d'accord avec tout et tout le temps. Mais Non. déjà, si de manière générale, l'idée du Canada et toi en plus qui est auprès des enfants, donc Oui. auprès de la prochaine génération, si ça te va, bah, c'est Non, parfait on est déjà. bien, on se sent bien au Canada. Au Canada francophone. Non, anglophone aussi, mais... Alors, Oui, on on va est parler bien du deuxième extrait que tu as choisi, Estelle. oui. C'est une chanson du groupe Téléphone. Et la chanson, c'est Le jour s'est levé. Mm. Alors bon, on n'est pas exactement synchro avec ton parcours de vie parce que Pardon. c'était... non, non, mais t'inquiète pas, on suit le cours quand même. Mais c'est une chanson qui a marqué un petit peu ton adolescence. Et justement, on parlait d'ado, on parlait d'école, on parlait de justement cette période un petit peu C'est ça. où on a envie d'être rebelle, on écoute des musiques, on se sent grand alors qu'on est encore tout petit. Mais justement, est-ce que tu peux nous parler de pourquoi tu as choisi Le jour s'est levé de Téléphone? Ben, c'est exactement ça. Téléphone, je l'ai écouté, oui, vraiment, j'avais l'impression d'être une rebelle, d'écouter Téléphone, pour moi, c'était tellement subversif que, oui, j'avais l'impression de faire la révolution dans ma chambre. Donc là, c'est un sentiment complètement différent. Mais ce qui a été triste pour moi, c'est que j'étais encore gamine quand j'ai connu Téléphone, mais eux, ils étaient déjà presque à la fin de leur groupe. Et effectivement, cette chanson, quand elle est sortie, c'était un peu la fin du groupe. C'était triste en fait. Et moi, c'était aussi un peu à la fin justement de cette période un peu rebelle, idiote. Là, c'est là où je me suis dit, oui, il va falloir réfléchir un peu plus profondément sur qui tu es, sur ce que tu veux de la vie. Donc c'est un peu la fin des illusions. Un petit peu la fin de l'enfance où tu sais, tu as des croyances, ou je sais pas, même tout ce que disent tes parents c'est vrai, tout ce que. Donc, t'as pas besoin de réfléchir sur ce que tu fais parce qu'il y a que cette façon-là de faire. Puis là, non, finalement, tu te rends compte que Il y a c'est peut-être d'autres options en c'est fait. peut-être différent chez d'autres et c'est à toi de choisir en fait. C'est toi qui as cette voie-là. Et à la fois, c'est génial comme moment, et à la fois, comme tu dis, c'est très fragile, c'est très difficile. Et oui, c'est pas forcément toujours une belle époque finalement. Ouais. Donc cette chanson, elle est triste et à la fois elle est belle. Et c'est vraiment comment je ressentais ce moment-là. Je sentais que quelque chose allait arriver, le jour se lève effectivement. Et oui, c'est une petite mort pour un meilleur lever de soleil, on va dire. Ouais, un meilleur départ par la suite avec un meilleur recul sur la vie. C'est ça. Allez, on C'est écoute beau. tout de suite Le jour s'est levé de Téléphone. Le jour s'est levé sur une étrange idée. Je crois que j'ai rêvé que ce soir je mourrais. Le jour s'est levé, plein de perplexité. Si ce n'était pas un rêve, qu'il faille s'en aller, s'en aller.
aurait aimé l'écouter encore plus et encore plus longtemps, mais je pense qu'elle passe de temps en temps sur les ondes de choc, cette chanson. Je sais qu'on passe du téléphone Tu assez, es en train assez de me dire que je souvent. suis pas si vieille que ça. Ouais, J'en sais non. pas. Mais pareil, on en discutait pareil. C'est le genre de musique qui... C'est des grands classiques Ouais. maintenant. Et même moi, qui n'ai pas exactement de cette génération-là, je l'ai eu écouté avec mes parents à la radio. Et en fait, là, en regardant le clip, je me rends compte que Jean-Louis Aubert ressemble énormément à Mick Jagger. En fait, c'est un peu notre Mick Oui, Jagger français. mais oui, c'est ça. C'est ça aussi que j'aimais, c'est que c'était du rock français. Et ça, c'était une révolution parce que moi, j'adorais le rock, mais je comprenais jamais rien. Je chantais en, tu sais, En là, yaourt. en yaourt, exactement. Et ça faisait tellement de bien d'avoir un groupe de rock où tu comprenais. Et puis c'était l'époque aussi d'Indochine. Donc c'était, heureusement, là, on a eu comme une vague où on se disait, ah, des artistes qu'on peut chanter et qu'on peut réécouter, écouter. C'est ce genre de groupe qu'on a écouté et réécouté, en fait. Moi, j'ai usé les... Alors, à l'époque, c'était les cassettes. Oui, Voilà. de Walkman et tout ça. Exactement. Et t'es dans ta bulle. Et je vois encore les jeunes qui sont comme ça. Quand ils sont vraiment accros dans leur musique, ils peuvent l'écouter jusqu'à s'en rendre malade. Puis, Ah oui, non mais oui, c'est oui, pas comme ça pour... et puis surtout, dès que le texte il commence à avoir une certaine signification pour toi et tu dis, ah, mais c'est trop ma chanson. Genre, c'est ce truc-là, il dit pareil, moi je pense tout pareil. Exactement. Et puis tu dis, ah, c'est ça, c'est mon truc, et tu t'écoutes, et tu peux l'écouter en boucle. Moi, je me rappelle des fois ma mère qui toquait à la porte. Il est cassé le truc, pourquoi il y a la même chanson depuis 20 minutes? Parce que j'aimais écouter aussi certaines chansons en boucle et en boucle. Mais j'avoue que je suis encore beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que la chanson me parle pour que je l'aime. Et puis quand je l'aime, voilà, je vais l'écouter, la réécouter. Et c'est pour ça que je préfère les chansons françaises. Je suis définitivement chanson française. Ah, ça c'est bien. Mais alors attends, du coup, tu arrives au Canada. Est-ce que tu arrives au Canada en espérant être toujours dans la fiscalité, en étant bonne avocate? question. Alors oui, en fait, quand je suis arrivée, je pensais pas forcément changer de métier. Je t'avoue qu'il y a plusieurs choses qui ont fait que j'étais quand même en train de me reposer des questions. Puis je vais t'expliquer ça. Mais au tout début, j'ai quand même essayé de refaire mon métier. Donc je me suis renseignée et je me suis rendu compte qu'il fallait que je repasse le barreau ici. Eh oui. Ça, c'était compliqué. J'aurais pu travailler effectivement à Montréal. J'aurais pu essayer peut-être d'avoir quelque chose en télétravail. Mais tout était un peu compliqué. Et surtout, ce qui a été assez terrible et gênant pour moi, c'est que j'ai un peu passé plus de temps avec mes enfants et j'ai découvert que ma fille avait beaucoup de tics. Tu sais, elle avait beaucoup de tics quand elle était petite. Elle était très nerveuse, très angoissée. L'école l'angoissait énormément. Et elle me disait, je me rappelle, on allait à l'école, puis elle me disait, mais ça va être comme ça toute ma vie? Trop Et mignon. c'est très mignon, mais terrifiant à la fois. Tu te dis, mince, comment est-ce que je lui dis Ouais. que oui, elle en a au moins encore pour 10 ans? Alors que moi, j'adorais l'école, donc je comprenais même pas D'où venait l'angoisse en fait? l'angoisse. Ouais. Et en fait, en étant près d'elle, elle s'est apaisée. Puis même l'école, le système éducatif ici au Canada, je pense aussi, était plus accueillant, moins stressant. Et tous ces tics sont partis. Et là, j'ai eu comme une prise de conscience et je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, je passe à côté. Ouais, j'avais quand même un peu l'impression d'être passée à côté de mes enfants. Bien que pourtant, hein, j'avais pris du temps pour m'arrêter pour eux. J'avais quand même. Tu vois, mais je m'étais arrêtée, mais j'avais repris une activité tellement intense que j'avais oublié. Enfin, ça paraît fou. Pas oublié, mais je sais pas comment dire, que Tu je avais me aussi m'étais besoin de accommodée. faire tes trucs à toi aussi. Oui, et Donc. puis je pense aussi que la vie parisienne, c'est comme ça. Toutes mes copines, elles ont 3 gamins, elles sont des Wonder Woman, elles font leur boulot à côté. Enfin, il faut voir la vie d'une Parisienne. Je leur vraiment, je leur tire mon chapeau. J'ai pas, enfin, c'est rare de voir une, comment dire. Elles font la charge mentale. Je dis pas que les hommes n'aident pas, mais quand même, dans ma génération, même encore à ma génération, c'est beaucoup la femme qui gère le foyer, les tâches ménagères, Les enfants, les enfants. activités extrascolaires. Et même la façon de penser, c'est pour ça que j'aime le Canada, la façon de penser ici est tellement différente. Déjà, on est valorisé en tant que mère de famille ici aussi. Peu importe ce que tu fais, tu es valorisé. Il y a un vrai partage des tâches. Moi, mon mari, il a beaucoup évolué sur ça, vraiment. Et je pense que c'est bien. Je pense qu'on est dans le bon là, parce que finalement, c'est bien pour tout le monde. Et mes enfants, je le vois tous les jours. Donc ça, c'est vrai que je me suis dit, oh là là, peut-être que je ne suis pas à ma place en fait. Alors,
pensant aux vacances, je me suis dit, bon, bah, je vais faire prof. Et puis j'avais été prof aussi avant. J'avais été prof, mais à la fac de droit, dans 3 facs de droit en France. Donc ça me plaisait aussi. Puis comme je te dis, j'aime les livres, j'aime Ouais, voilà, c'est ça, étudier, tu j'ai as ce ce petit rapport. Et puis, côté. tu as toujours été studieuse à l'école, Voilà. donc c'est pas comme si tu Même diras, si j'ai c'était des raté mon années bac. horribles. J'ai Oui, pas été tout le temps studieuse quand même. oui, mais bon, je veux dire, de manière Mais générale, j'aimais sur ta ça. J'aimais scolarité, ça. t'as jamais eu ce truc de, oh, l'école, pourquoi Oui, je vais y voilà. retourner encore? J'ai réussi Voilà. à m'en détacher, j'ai C'est pris ça. tout ce que j'avais à apprendre, Non, et non, c'est c'est bon. un vrai refuge, l'école. Les livres, c'est une évasion. Non, j'aime ça. Mais en fait, je n'avais pas réalisé le travail que c'était aussi enseignante. Et ça, c'est encore un cliché qu'on a souvent. C'est surtout en France, on dit, ah, les enseignants, c'est feignant. Et les fonctionnaires de manière générale. Exactement. Et j'avoue, je pense que j'avais, alors pas forcément un préjugé aussi fort, parce que j'ai toujours considéré comme le métier d'enseignant un métier de valeur, mais je pensais, oui, que ça allait être plus cool qu'en tout cas avocat, tout ce que je faisais avant. Ce qui n'est pas totalement faux, parce que c'est un stress qui est différent. Mais par contre, oui, il y a quand même une énorme charge de travail et il y a une énorme responsabilité aussi. Donc, bon, ben voilà, je crois que je suis faite pour avoir des métiers où je suis engagée et ça me convient finalement. Je ne suis pas persuadée que finalement, un métier où j'aurais... Et à la fois, je me dis peut-être que dans tous les métiers, j'aurais trouvé une façon de m'engager. Parce que tous les métiers, tu peux t'engager. Et c'est ça, encore une chanson de Goldman qui explique que même le petit cordonnier, Oui, quand il fait bien son travail et quand il est passionné, eh ben, ça change la vie autour de lui. ça change le quotidien, ou Euh, je sais plus c'est quoi, un truc Ouais, comme c'est ça, la chanson. changer la vie. Ouais, c'est ça. Bon, bref. Mais oui, j'y crois. En fait, moi, je crois beaucoup au pouvoir des gens. Je crois que les gens, quand on communique, on a une force, on arrive à se connecter aux autres et c'est pas pour rien. Je pense que quand on est quelque part, tu vois, là je te rencontre, je te parle, je pense qu'on se procure de l'énergie et j'y crois vraiment. Et je crois en cette force-là, en fait. Et dans les métiers que j'ai faits, c'est vrai que quand il n'y a plus ça, ou quand je passe à côté de ça, j'ai plus l'impression d'être à ma place. Et du coup, comment t'es rentrée ici au conseil scolaire Saint-Frère André? Parce que tu m'as pas parlé de religion jusqu'à présent, et toi, tu es Oui. dans un conseil scolaire catholique en plus. Donc après, bon, pour remettre les choses dans leur contexte et parler aux auditeurs de Choc FM 105.1, c'est pas non plus une école du Vatican. On est cool, hein, pour parler aux profs et tout, ça se voit que, voilà, il y a ce côté catholique et tout, mais c'est pas non plus quelque chose qui traumatise les enfants non plus. Non, surtout que moi, finalement, j'ai commencé à faire mes stages à l'autre conseil, au Ah, Viamonde. conseil Viamonde. J'ai eu les 2 expériences, j'ai aimé mes 2 expériences. Au conseil catholique, j'avais fait un projet sur l'ère numérique qui m'a vraiment beaucoup plu. Mais surtout, par la suite, mon voisin est aussi enseignant à SFA, qui est de maintenant vraiment mon ami. Je pourrais dire même que sa famille fait partie de ma famille. Sa fille est presque ma fille. Enfin, sa femme, c'est ma meilleure amie. Donc voilà, on s'est vraiment beaucoup parlé, beaucoup. Et lui me disait toujours, Estelle, viens à mon école est géniale, tu vas voir, c'est une super école. Et ça me faisait un peu peur parce que moi, je voulais travailler avec les petits. J'adore les petits, j'avais fait tous mes stages Petit, à c'est quel âge à l'élémentaire. peu près? Ben, j'étais avec des 2e années, donc c'est des petits bouts de... Ça va de la 5 ans à... tu finis la 6e, t'as quel âge? T'as 10 ans? à peu près. Donc moi j'aimais les petits. Et puis j'avais adoré ce que j'avais fait dans ma classe de seconde année. Je trouve c'est beau, il y a un petit côté affectif là. Oui, puis en étant la maîtresse, t'es un petit peu la lumière qu'ils ont tous les Ah, je sais jours, pas, ils mais t'adorent. c'est vraiment, vraiment, le monde des enfants est un monde merveilleux, où c'est toujours l'émerveillement, où c'est toujours effectivement la La surprise, le découverte jeu, la aussi. découverte, tu les guides. Donc j'aimais ce côté-là, et je voyais pas du tout ce que j'allais faire avec les ados. Moi, n'ayant pas encore des ados, ils étaient encore Petit. petits. Disons qu'ils étaient, oui, à la fin du cycle élémentaire, primaire. Donc, oui, je me voyais pas déjà m'affronter. Puis moi, je suis petite, hein. J'ai pas un gabarit. Tu vois, je me suis dit, waouh, des grands ados. Tu sais, puis je sais pas, encore une fois, un cliché. Ah, les élèves, c'est terrible maintenant, les adolescents. Ouais. Ils lisent plus rien, ils font plus rien. Et pas du tout, hein, je tiens à le dire, mes élèves sont extraordinaires. J'ai des élèves extraordinaires, ils m'apprennent tous les jours, j'ai une relation avec eux qui est juste incroyable, donc j'ai fait le meilleur choix de ma vie. Et en fait, j'avais fait ce choix, je te dis, plutôt pour un côté confortable et pratique, c'est-à-dire que c'était à côté de chez moi, cette école, et j'y allais à pied. Puis j'ai rencontré le directeur de l'école, que j'ai trouvé excellent. Vraiment, qui m'a plu. J'ai trouvé qu'il avait des bonnes valeurs, ce qu'il disait était cohérent. Donc, j'ai pas tellement réfléchi à la religion.
Je suis catholique, effectivement, culturellement, mais pour tout te dire, mes enfants ne sont pas baptisés. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va à l'église, qui pratique. Je trouve que toute valeur est bonne, que ce soit, enfin, comment dire, toute spiritualité peut amener des bonnes valeurs, mais tu peux les trouver aussi dans la musique, tu peux les trouver dans le sport. Donc, je suis Oui, et puis pas. tu peux être dans une religion sans vouloir pourtant pour autant te pratiquer de façon intensive. Chacun, enfin la religion c'est quelque chose de hyper personnel, chacun a son propre interprétation de comment il doit la gérer aussi. C'est ça. Et moi, j'aime en plus quand on mélange, justement, quand on va vers les autres. Et tu vois, le collectif Teranga, par exemple, pour te donner un exemple, tous les enseignants qui sont dans ce collectif, il y a tous les conseils, toutes les religions, toutes les nationalités. Et c'est ça qui me plaît. C'est ce côté où on transcende, ben oui, nos identités, nos spiritualités, pour aller vers un but commun et un but qui a du sens. Donc c'est ça. Donc finalement, c'était pas la religion n'est pas rentrée en ligne de compte dans mon choix. C'est pas ça qui a fait que je suis allée dans cette école, mais pour autant, je m'y sens pas du tout. Comment dire? C'est pas du tout stigmatisant. C'est pas du tout, comme tu dis, c'est pas du tout pas un côté contraignant. Effectivement, il y a la prière, là, tous les matins, mais c'est beau. C'est toujours un message en lien avec l'actualité. C'est toujours des belles valeurs qui sont présentées. Donc c'est plutôt agréable finalement. Et je pense que ces valeurs, comme je dis, elles ne sont pas propres à mon établissement qui est catholique. Je suis sûre que si tu vas de l'autre côté, donc si tu vas du côté Viamonde, je suis sûre que, bon alors c'est peut-être une prière qu'ils font, c'est peut-être autre chose, mais tu dois les retrouver. Je pense que dans l'éducation, enfin moi j'ai trouvé des gens très très engagés dans l'éducation. Alors peut-être que c'est mon école, hein, peut-être que j'ai la chance et que je me rends pas compte que c'est pas le cas partout. Mais dans mon école, les gens sont terriblement engagés et c'est beau. Et en fait, c'est ça qui te motive le matin. C'est ça qui fait que moi, le matin, je suis heureuse d'aller au travail. C'est que j'ai des collègues qui sont profondément, oui, engagés, passionnés. C'est un univers qui me change par rapport à l'univers que j'ai connu. Parce que l'univers de la finance, où j'ai connu des gens extraordinaires, c'est pas le problème, mais c'est vrai qu'on est plutôt axé, bah oui, sur faire du profit. C'est pas du tout les mêmes questionnements. Là, tu es plus dans l'humain. Ah bah oui, on peut passer et puis la création de nouveaux humains même. Voilà, à discuter, qu'est-ce que tu as fait, c'est quoi ta stratégie avec cet élève, comment tu penses que je peux le faire. On est toujours dans la recherche de s'améliorer. Et on est toujours dans l'apprentissage. On se rend compte qu'on apprend à vie. Et on n'est pas parfait, on fait des erreurs, on essaye de s'ajuster, mais j'aime ce côté, oui, on travaille tous ensemble et on essaye d'y arriver. Alors tu parlais justement de ton engagement, ça me donne encore une fois une jolie perche pour lancer ce 3e extrait, un texte engagé, Les Enfants Paradis, de Damien 16. On va le prononcer comme ça, j'étais pas sûre de la prononciation. Je t'ai pas aidé. Hein. Tu m'as pas aidé non plus. Est-ce que tu peux nous parler, Estelle, de pourquoi ce choix, pourquoi cette chanson t'a touché particulièrement? Alors déjà, Damien 16, lui, il me touche déjà depuis le début parce qu'en fait, il avait écrit une chanson qui s'appelle Jeune et con, que je conseille à tout le monde d'écouter, qu'il avait fait en réaction effectivement à une élection en France où le Front National était arrivé à la seconde place au présidentiel, au premier tour. C'était la première fois, je le rappelle, parce que maintenant ça arrive à chaque fois. Ouais, et c'était historique et c'était, pour moi, ça a été un drame. Hein. Je l'ai vécu comme un drame personnel. Je suis allée défiler, j'étais à Paris à l'époque. C'était terrible, terrible, terrible. Et je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. On était comme sonnés. Il n'y a pas d'autre mot. Et ce jeune-là, il avait sorti cette chanson. Et en réaction à ça, en disant la jeunesse France. Et il nous interpellait tous, qu'on soit jeunes, ils sont vieux et cons. Non, on est jeunes et cons, ils sont vieux et fous. Et c'était ça. Parce qu'en fait, ce vote, il était autant la responsabilité des jeunes que des vieux. Ouais. Et je sais pas, et je trouve qu'il a une éloquence, effectivement, alors toujours pareil dans les mots, moi ça me touche. Et là, cette seconde chanson, ben oui, c'est très triste. Et puis je pense que c'est pareil, on est une communauté. Je pense que toute la communauté a sûrement été touchée aussi par cet événement. C'était suite aux attentats à Paris. En 2013. En 2013. Et moi, j'étais plus en France. Et ça a été terrible pour moi parce que j'avais peur pour mes amis. J'étais pas sur place. J'ai même une amie là, qui textait pour trouver un copain à elle qui était finalement au Bataclan et puis qui est mort. Donc c'est vrai que je l'ai vécu de loin, mais encore peut-être pas plus fortement, mais
le fait d'être loin, c'est encore plus dur. Parce Ouais, que parce que tu as vraiment l'impression de faire partie du truc, mais en étant hyper loin, en fait. toi, il t'arrive rien dans ta vie. Moi, mes amies, elles osaient plus mettre leur gamine à l'école le lendemain. Ouais. Faut voir le traumatisme que ça a été. Bah, Et je pense qu'on moi j'étais à on Paris et je réalise me pas. rappelle de ce Ah, truc-là. Ouais, je suis arrivée au Canada il y a beaucoup moins longtemps que ça. Moi, je suis arrivée en 2017, donc 2013. Moi, pour la petite histoire, bon, c'est pas mon interview, je vais pas raconter ma vie, mais j'étais censée aller à une soirée d'un ami qui ouvrait une boutique à Paris, dans le quartier là-bas. Et j'étais déjà journaliste à Paris à cette époque-là, j'étais d'astreinte. Et je me rappelle de regarder le match de l'équipe de France et de bosser et de me dire, il se passe un truc bizarre, le match s'arrête. Et puis là, j'ai tous mes potes qui m'envoient des messages parce que j'avais pas dit que je n'y allais pas. J'avais laissé penser que j'y allais, mais comme j'étais d'astreinte, je vais bosser. Et du coup, tout le monde pensait que j'étais à Paris à ce moment-là. C'était atroce. C'était vraiment très dur. J'avais le frère jumeau de ma meilleure amie qui était au Stade de France. Enfin, ça a été vraiment un moment très, très compliqué. Et puis, c'est le traumatisme. Moi, j'avais des amis à moi qui étaient dans Paris à ce moment-là. Les portes de métro sont fermées juste derrière eux. On leur a dit, il y a des tarés qui se baladent avec des kalachnikovs partout. Enfin, ouais, non, ça a été un moment très, très compliqué. Mais du coup, j'apprécie que tu aies fait ce choix musical. Et du coup, on va écouter quelques petites notes de cette chanson, Les Enfants Paradis de Damien 16. Ils étaient des sourires, ils étaient des sanglots, ils étaient de ces rires que font les chants d'oiseaux. Ils étaient des matins quand on va à bord de mer, ils étaient cœur chagrin, ils étaient cœur lumière, ils étaient des poèmes, ils étaient des oiseaux, ils étaient des je t'aime qu'on dit bord du ruisseau, ils étaient du café, ils étaient du bistrot, ils étaient étrangers, ils étaient sans drapeau. Ils étaient de Paris, ils étaient de province, ils étaient cœurs de pluie qui font mon cœur qui grince. Ils étaient pleins de vie, avaient l'œil du printemps. Ils étaient cœurs qui rient quand le ciel est pleurant. Ils étaient des promesses, ils étaient devenir. Ils étaient bien trop jeunes, oui, pour devoir partir. Ils étaient fils d'Orient, fils de l'Occident, enfants du paradis, enfants du Bataclan. Ils étaient cœurs français ou international. Ils étaient la rosée qui pleure dessous le châle. Ils étaient des promesses, ils étaient des bourgeons qui font monter tristesse. Ils étaient des chansons, ils étaient des familles, ils étaient des amis. Ils étaient ceux qui brillent. Très très beau, hein. Je comprends pourquoi tu as choisi cette chanson. Le texte est vraiment magnifique. En plus, moi, sur le clip, j'ai le texte, des paroles. Là, c'était vraiment très beau. oui. Je la connaissais pas, cette chanson. Merci pour la découverte, Il y a Estelle. tout un lien aussi avec la culture française, avec le droit d'expression. Et puis, je sais que ça, c'est quelque chose qui est un peu controversé. Mais moi, effectivement, j'essaye toujours, même avec mes élèves canadiens. Alors, c'est sûr qu'il y a moins d'enjeux qu'en France. Mais chaque année, je fais un hommage à Samuel Paty. Pour moi, c'est important. Pour moi, ça fait partie du rôle d'enseignant aussi, de discuter de ce genre de débat. Puis c'est vrai que c'est intéressant parce que oui, on peut heurter nos élèves par certains sujets qu'on traite, mais il faut pouvoir débattre. C'est trop important, il faut qu'on soit capable de communiquer entre nous, de faire avancer le débat, de comprendre pourquoi toi et comment je dois justement te respecter. Et je pense que c'est ça aussi que j'aime bien au Canada, c'est que les gens, ils ont compris ça, qu'il y avait un respect mutuel à avoir. Et je pense que c'est en parlant justement, en essayant de se mettre à la place des autres, en comprenant les autres communautés, qu'on va avancer. Donc moi, je ne fais jamais l'impasse sur ce cours-là, sur cette référence-là. Chaque année, je vais la mettre dans mon cours, parce que je pense que oui, c'est important de construire, comme je te disais, des citoyens. On fait partie d'une communauté, et il faut comprendre pourquoi des fois, oui, il y a des choses qu'on ne comprend pas, ou il y a des choses qui se passent comme ça. Et oui, on lutte contre l'obscurantisme grâce à ça. En plus, ça tombe très bien parce que moi, je fais Voltaire. Enfin, je fais des auteurs qui alors sont peut-être qui datent, mais dont les combats sont encore très Ouais, puis le actuels. message est toujours d'actualité Voilà. au final. Alors, cette heure passe à une allure Aïe. folle. Je vois qu'on est déjà sur la fin de cette interview. Du coup, Estelle, avant qu'on finisse avec le dernier extrait qu'on laissera filer en fin d'interview, je voulais savoir, Estelle, si tu pouvais nous reparler un petit peu de ton engagement justement pour ces écoles que tu disais en Afrique. Tu en as parlé légèrement en début d'interview. Est-ce que tu peux nous en reparler? Et puis, est-ce que aussi tu peux nous dire si
les gens qui écoutent l'émission peuvent éventuellement participer? Est-ce qu'il y a Je des te choses à remercie. faire? Parle-nous un petit peu de ça parce que je sais que l'engagement c'est important pour toi et que plus il y a des sous, plus il y a des gens, plus il y a du soutien, plus les projets ils avancent. Ah, c'est trop gentil, ça me touche énormément que tu me reposes la question. Ah, C'est vrai que je l'avais glissé dès le début parce que je me suis dit, je veux en parler, je veux essayer de mobiliser les gens. Et effectivement, en plus, j'ai eu un retour là, dans mon école, dans toutes les écoles. C'est un truc de... C'est fou. C'est-à-dire qu'au départ, je pensais que j'allais pouvoir mobiliser ben, mes élèves, parce que mes élèves sont des élèves, comme je te dis, exceptionnels. Je sais que ça fait très... Mais honnêtement, les jeunes, là, dès qu'on les nourrit, c'est fou ce qu'ils sont capables d'accomplir. et Ils puis ont... quand on croit en eux, ils ont plus envie aussi. Non mais là, attends, je vais te raconter parce que l'histoire elle est trop belle. C'est-à-dire que moi je suis arrivée avec ce projet comme ça, en disant voilà, ce serait bien d'essayer de lancer une levée de fonds. Et puis dans mon école, j'ai une secrétaire qui n'est pas enseignante, hein, secrétaire. Elle s'appelle Janaëlle Lambert, je le dis comme ça c'est dit. Et elle a passé tout son temps à entraîner mes élèves à faire des danses afro parce que les élèves avaient envie, hein, c'est venu d'eux, pas du tout pour mon projet au départ. Ils ont commencé à faire une troupe de danse et on a adoré ça. Et je disais, ah, ce serait trop chouette qu'ils s'engagent dans ce projet et puis qu'ils fassent les ateliers qu'ils font dans les autres écoles, ça soit pour lever les fonds. Mais ils sont tellement embarqués, ils ont tellement embarqué. Maintenant, là, ils sont en train de répéter, ils étaient encore en train de répéter ce soir, jusqu'à je sais pas quelle heure. Cette personne-là, cette secrétaire, elle vient de 7h45 le matin jusqu'à 5h. Elle n'est pas payée. Je veux dire, Ouais, le le temps restant, le temps de sa restant journée, ouais. de sa journée, je veux dire, elle a déjà des grosses journées. Je pense qu'elle a qu'une chose, C'est qu'une envie de envie, c'est rentrer, rentrer ouais. chez elle. Et elle fait ça avec mes élèves. Enfin, mes élèves, avec les élèves de l'école. Et les élèves, ils sont incroyables. C'est-à-dire que c'est eux qui relancent le truc, c'est eux qui ont des Ils se idées. sentent impliqués. Ils se sont impliqués complètement. Mais alors, non seulement ça, mais du coup, donc, ils vont faire des ateliers dans les écoles nourricières, dans les écoles élémentaires de mon conseil. Mais ils ont propagé l'idée. C'est-à-dire que c'est pour ça où je te dis qu'il y a plein de partenariats avec d'autres élèves de d'autres écoles. Et c'est là où je trouve ça beau. C'est qu'on va aller dans une école de l'autre conseil à Pickering, Renan Marion, pardon, et ils vont faire la même chose. Et pareil pour Étienne Brûlé. Donc 2 autres écoles secondaires qui ont accepté de faire un échange avec eux. C'est Donc top. ils vont venir dans notre école danser, nous on va venir dans leur école danser, et c'est juste magnifique. Et en plus, sur le gâteau, on a aussi une école française qui participe, qui a fait une levée de fonds. Là on parlait justement, on s'est vu avec mes élèves et les élèves de la France. Et ils racontaient qu'ils avaient fait des levées de fonds en vendant des pains au chocolat, en faisant une petite buvette. Alors, je riais, je disais, j'espère que vous ne mettez pas d'alcool. Non, non, non. Mais c'était drôle. Et le 8 mars, on va réussir à connecter justement donc, toutes les écoles du Sénégal qu'on soutient là-bas. Parce que je t'ai pas parlé en fait à quelle destination c'était. Et c'est vraiment un partage de compétences. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que les gens du Sénégal, là, ils sont aussi engagés que nous. Attention, hein, on n'arrive pas en disant... comment dire, c'est vraiment un échange de ressources et un échange de stratégies. On n'est pas, nous, dépositaires du savoir. Ouais, C'est ouais. vraiment un échange et on apprend beaucoup auprès d'eux aussi. Donc c'est chouette parce qu'on est en train de faire un concours de poésie. Il y a une école qui s'appelle l'école Mariam Abba sur l'île de Gorée. On va faire un concours de poésie avec eux. C'est une école d'excellence, donc autant te dire que Il y a un élèves... certain niveau là-bas. Voilà, voilà. Et vraiment, vraiment. Et puis on est extrêmement chanceux qu'ils aient accepté de collaborer avec nous. Donc ça, c'est juste merveilleux. Et puis, effectivement, on va aussi aider d'autres écoles qui ne sont pas à Dakar même. Il y a certaines écoles qui sont des écoles rurales. On a des orphelinats, on a des enfants des talibés, des enfants de la rue, qu'on soutient aussi. Donc là, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a certains à qui on va donner effectivement plutôt du matériel informatique, accès à ce matériel, mais aussi des formations pour pouvoir s'en servir. Et puis d'autres, vraiment, où ils ont besoin de matériel, des cahiers, des crayons. Donc on fait des collectes aussi. Donc à chaque fois que mes élèves vont faire un atelier de danse, on collecte aussi dans l'école nourricière du matériel pour l'envoyer au Sénégal. Donc, ce qui veut dire que là, si on a un petit mot peut-être à adresser à tous les parents qui écoutent l'émission aujourd'hui, c'est
de ne pas hésiter à se rapprocher des conseils scolaires des écoles de leurs enfants pour savoir comment participer, Alors, comment donner un petit peu. On a un lien, donc je pourrais te donner le lien, puis si tu peux le mettre, ce serait vraiment très gentil. On a un lien parce que le site existe, on a le site, ça s'appelle Collectif Teranga, et on a aussi un lien qui va bientôt apparaître sur la fabrique à projet. Puis là, je remercie la Banque des Jardins, c'est comment dire, une initiative de cette banque qui fait que quand on lance un projet comme ça d'école, si on a 25 personnes qui donnent, ils doublent le montant des dons. Incroyable. Donc c'est juste génial. Et puis ils sont super, ils sont hyper réactifs dès qu'on leur demande quelque chose. Donc là, normalement, ce lien-là devrait sortir d'ici peu. Et puis je te les donnerai. Et si tu veux les poster, ben, ce serait adorable parce que ça nous permettrait effectivement de lever des fonds encore plus rapidement. Et puis j'espère vraiment que oui, que ça va pas être que pour une année. Parce que c'est ça qui est un peu frustrant, je t'avouerai. Des fois, on fait des beaux projets, puis je comprends que on a envie de souligner le mois de l'histoire des Noirs, mais c'est pas qu'un mois en réalité. C'est ça. Donc nous, notre projet là, il est pour Sur le long l'année, terme. et puis on espère que ça va continuer et qu'on va faire des échanges encore avec les écoles du Sénégal, parce que mes élèves apprennent beaucoup de ces élèves-là. Et vice-versa. Il y a un échange culturel de folie là, qui est excellent, qui est très bon pour nos élèves, qui est très motivant. Je ne peux pas t'expliquer. Mes élèves, là, j'ai juste lancé l'idée. Ça y est, tout le monde veut écrire un poème. Il y a une présentation de l'école à faire en vidéo. Il y a des gens qui sont impliqués que je ne savais même pas qu'ils allaient être impliqués sur le projet. Enfin, vraiment, c'est beau. Puis ces danseurs, là, c'est des élèves qui... je ne veux pas dire qu'ils, d'habitude, on les oublie. C'est pas vrai tout à fait, mais je pense qu'ils ne se sont pas sentis forcément reconnus. Et là, ça y est, ils ont un rôle à jouer. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que c'est des élèves qui sont plus sophistiqués presque que les autres. C'est-à-dire que c'est des élèves à qui on a besoin de donner un sens. Et quand le gamin, il sait pourquoi il est là, il sait pourquoi il fait ça, ben oui, il va être à fond, il va être à 100% avec toi. Puis ça ouvre sur plein d'autres choses. Parce que du coup, ils vont se renseigner. Oh, Mariam Abba, c'était qui? Oh, elle a écrit une si longue lettre. Et si je lisais le livre? C'est ça, en fait. Je pense qu'il faut avoir des projets authentiques parce que ça les aide à se développer dans leur propre identité, leurs racines, leur histoire, leur culture, notre culture commune, notre histoire commune. Parce que finalement, ce qui est assez beau, puis ça je ne l'ai pas dit, mais l'île de Gorée, c'est l'île des esclaves. Et puis là, on est en train de refaire quelque part un peu le triangle entre Europe, Amérique du Nord et Afrique, mais dans un sens très positif. Dans un sens vertueux et pas un cercle vicieux pour une fois. Donc c'est une belle revanche. Je trouve que la symbolique est belle. Enfin, tout est beau dans ce projet. Donc moi, j'encourage tout le monde à participer. J'y crois très fort. Et surtout, c'est un collectif d'enseignants. Donc on ne gagne rien dans ce projet. C'est vraiment pour l'éducation. Mais on gagne dans le futur. On gagne dans nos générations futures, dans l'éducation de nos enfants. Ici au Canada, là-bas en France et là-bas au Sénégal. On est tous gagnants. Eh ben, c'est un beau projet. On essaiera de remettre le lien. Tu me donneras tout ça, Estelle, et puis on remettra ça dans le lien. Merci. Malheureusement, on doit se quitter déjà. Ça passe vite quand mais on est on en bonne se quitte compagnie. avec... Mais on se quitte, mais elle est forte. Qu'est-ce qu'elle est forte. Elle fait mes petites transitions, exactement. Du coup, on va se quitter sur une chanson des Cowboys Fringants. Je pense que c'est un groupe que tu as découvert ici. J'adore. La chanson s'appelle Sur mon épaule et on va écouter ça tout de suite. Merci beaucoup Estelle Loza d'avoir été avec nous. C'était vraiment un moment de qualité. J'ai apprécié. J'espère surtout que les auditeurs de Choc FM auront appris plein de choses sur toi. Et puis j'espère aussi que tu leur as donné envie avec ce projet magnifique. Donc voilà, on mettra toutes les infos, tous les liens. Et puis on va tout de suite écouter les Cowboys Fringants sur mon épaule. Encore un gros merci Estelle Loza d'avoir été avec nous. C'était Nathalie Salmeron dans Plus proche de vous, un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. De ce temps où la vie te semblait plus sweet, tout ça fait déjà un moment. Des fois on perd le beat. Quand pour fortune t'avais 30 sous et que le bonheur tenait dans ta poche, c'était bien avant de comprendre que tout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver.
Ensemble on a peur